Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Cruveillet et je reçois aujourd'hui Thierry Willem. Bonjour Thierry. Bonjour Sarah, ravi d'être à tes côtés et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, surtout que ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vus, puis on s'est retrouvés, donc c'est trop cool. Alors toi Thierry, qui tu es? Donc pour partager un peu avec nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'ont pas cette chance. Tu as montré en tant que dirigeant d'entreprise dont IBM France Financement puis General Electric Capital France que bienveillance rime avec performance. Donc c'est, je pense, ce dont on va parler aujourd'hui. Tu consacres une grande partie de ta troisième mi-temps de vie, comme tu l'appelles, à transmettre ton savoir et ton expertise à travers des conseils d'administration de 5 entreprises, 2 fondations et 2 associations. Tu es très actif, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu accompagnes également des fonctions ressources humaines et des dirigeants par le biais notamment de conférences. Tu as contribué en 2019 à la rédaction du livre blanc sur la mixité, Demain avec les hommes, à l'attention de Marlène Schiappa et d'Emmanuel Macron. Tu as participé à 2 TEDx, tu as publié un livre, La juste bienveillance pour une entreprise alignée performante, que tu as coécrit et qui est offert gratuitement en version électronique pour être en accord avec le thème. D'ailleurs, je pense qu'on mettra le lien quand on communiquera sur ton épisode. Avec plaisir. Et donc, en 3 ans, le livre a fait l'objet de plus de 10 000 téléchargements, un TEDx, 42 conférences et 22 dirigeants inspirants ont participé par le biais de vidéos. Tout un programme. Donc, je pense qu'on va en savoir un petit peu plus maintenant. Nous, comment on se connaît? C'est ce que je disais, on s'était croisés, je crois que c'était en 2017. Exactement. Pour un événement qui s'appelait Wisdom Paris, où tu avais rassemblé un certain nombre de DRH, dont j'avais eu l'honneur d'en être. Et voilà, et on s'est, je te suivais, mais on s'était un petit peu perdu de vue. Et puis, il y a quelques mois, on s'est retrouvés à une soirée initiée par le collectif Inspirem, où tu étais dans cette table ronde pour un leadership conscient et visionnaire. Et c'est comme ça que je t'ai retrouvée et que j'ai été ravie de te retrouver et que ça m'a donné envie de t'inviter aujourd'hui. Donc, à nouveau, bienvenue. Je te propose de tirer la question mystère. On va prendre le vert. Couleur bleue. Allez. Couleur de l'espérance. Allons-y. Quelles sont les valeurs, il n'y a pas de hasard, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Écoute, la principale valeur, on va parler en entreprise, c'est la solidarité, l'esprit d'équipe. Ensuite, bien entendu, c'est la bienveillance, mais la juste bienveillance, pas la complaisance surtout. Et puis, disons, l'empathie, l'écoute, l'empathie qui repose sur une écoute ouverte et sans jugement. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, tu dis, j'ai essayé de faire que bienveillance rime avec excellence. C'est pas facile, hein, et j'ai pas toujours réussi. D'ailleurs, on peut pas dire je suis bienveillant, ça n'existe pas. Non. On peut dire je pose des actes de bienveillance et je chemine vers ce chemin. Ta définition de l'expérience collaborateur, parce que donc on est dans le podcast de l'expérience collaborateur, c'est le fil rouge de nos échanges. Écoute, l'expérience collaborateur, je vais te dire, je trouve que c'est superbe. Pourquoi? Parce que on est enfin revenu, je vais te dire revenir parce que on fait des enquêtes d'opinion depuis 100 ans hein, dans les entreprises, au départ aux États-Unis, mais donc l'écoute des collaborateurs, plus de performance, c'est pas nouveau. L'expérience collaborateur, quand tu regardes en France, je regardais les statistiques là qui sont parues très récemment, on est passé d'un tiers de 25% des entreprises en 2018-2019 qui avaient un programme expérience collaborateur aujourd'hui à 2 tiers des entreprises. Donc ça, c'est superbe. En revanche, le terme expérience, autant j'adore qu'on parle de symétrie des positions, c'est-à-dire que un collaborateur heureux va rendre un client heureux. Donc ça, j'y crois plus que tout. En revanche, expérience client, le client fait une expérience, il passe à autre chose. On prend un client mystère, on fait des choses. L'expérience collaborateur, ça va beaucoup plus loin. Et le terme peut-être dessert même, je parlerai plutôt de vécu des collaborateurs. Tu vois, ça va plus loin. Le vécu, c'est la vie, c'est l'envie des collaborateurs. Et comment tu suscites ça? Et là-dessus, il y a une bonne évolution. Quand en France, l'ANACT a parlé de la qualité de vie au travail,
ça commençait aussi dans les années 2010. Et puis en 2022, ils ont dit, attention, on va parler de qualité de vie et de conditions de travail. Pourquoi? Parce que c'est important de s'intéresser à ce qui va autour du travail. Et effectivement, que les lieux de travail soient superbes, qu'il y ait des crèches, qu'il y ait des facilités superbes. Mais c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de s'intéresser aux conditions du travail. C'est est-ce qu'on donne les tâches qu'on confie à nos collaborateurs, est-ce qu'ils ont le temps, la formation et les outils pour les faire? Parce que bien-être, c'est bien faire, comme disent les psychosociologues du travail. Donc voilà un petit peu ma définition de l'expérience collaborateur, et je souhaite qu'elle aille plus loin justement dans cette direction. Donc j'entends qu'il y a à la fois l'écrin, c'est-à-dire l'environnement, Oui. et en même temps le concret du quotidien des missions qui nous sont confiées. Oui. Ton parcours professionnel, on peut dire, il est quand même impressionnant, un beau chemin. Ce qui interpelle à la fois quand on t'entend, et puis ce que j'ai dit, tous tes engagements encore aujourd'hui, c'est la constance de tes convictions. J'ai l'impression que ça fait presque depuis toujours que tu as ces convictions. C'est quoi les grandes lignes de ta propre expérience collaborateur? Parce que finalement, tu n'étais pas entrepreneur, tu étais salarié. Donc, Oui. tu as eu ta propre expérience collaborateur. Qu'est-ce qui l'a rendu riche, ou, à contrario, quels sont les moments où tu t'es senti peut-être coincé, bloqué? Écoute, j'ai eu de la chance. Quand j'ai commencé à travailler, je suis rentré chez IBM. Et là, je parlais tout à l'heure d'enquête d'opinion, et il y en avait dans tous les sens. Il y avait les enquêtes d'opinion, il y avait quelque chose qui était aussi très, très important. Et c'est un peu vrai des entreprises américaines au sens large, je l'ai beaucoup connu également chez General Electric, c'est l'acceptation de la contradiction. Le we agree, we disagree. Il m'est arrivé chez IBM ou chez General Electric de dire à un patron, je ne suis pas d'accord. Et le patron de me dire, très bien Thierry, mais si tu fais tes résultats, c'est OK. Mais attention. Et si tu veux, je crois que c'est ça qui compte, c'est de pouvoir s'exprimer, de libérer la parole. Et là, on touche vraiment aux conditions du travail. On peut s'exprimer. Il y a des endroits de délibération. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai constaté après dans mes lectures. Tous les psychosociologues du travail, comme Yves Clos, ils te disent, tu peux donner ton avis. Et donc, j'ai eu, si tu veux, à travers le fait qu'on pouvait parler, et surtout qu'on pouvait écrire anonymement dans les enquêtes d'opinion, je me souviens d'une période, tu m'as dit, période difficile. Il y avait un manager qui n'était pas honnête. Et si tu veux, Alors, c'est quoi pas honnête? Il racontait des histoires. Okay. Globalement, il disait, le client a dit ça, il l'avait inventé, ou il n'était pas malhonnête de fond, mais c'est parce qu'il en avait envie qu'il projetait ses envies. Ça aussi, c'est important de ne pas projeter sur l'autre, etc. C'est de regarder l'autre tel qu'il est, plutôt que de dire il est de telle façon. Et je me suis fâché avec lui, donc je lui parlais plus. Mon deuxième ligne, à un moment donné, il m'a dit, Thierry, il faut avoir le sens de l'État. Ça a été compliqué. Alors, c'est quoi le sens de l'État? Si ton chef dit que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah. Et tu dois parler à ton chef. Bon, alors j'ai fait un petit effort, et puis j'ai regardé à partir ailleurs. Et puis par chance, il y a un nouveau deuxième ligne qui est arrivé. Et puis c'est un manager, hein? Un manager, oui, c'était que mon manager direct racontait des carambistouilles. Et le manager de ce manager, dans un premier temps, me croyait pas trop. Et puis faisait confiance à son direct report. Le deuxième est arrivé et me dit, dis donc, il paraît que tu as des difficultés avec ton manager. Je lui dis, non, c'est lui qui a des difficultés avec moi. Et il s'est passé deux choses. Première, enquête d'opinion, où tous les collaborateurs ont dit comment le manager fait son travail. Noté 5, c'était la plus mauvaise note. Donc, si tu veux, l'enquête d'opinion anonyme a été la plus mauvaise. Et en parallèle, je dis à mon deuxième ligne, écoute, va voir les clients et tu te feras ton opinion. Et le client, le deuxième ligne est allé voir les deux principaux clients. Un qui lui a dit, je veux travailler avec Thierry, et l'autre n'a aucune valeur ajoutée. Et le deuxième qui n'a même pas parlé de l'autre, il ne le connaissait pas. Donc, ça a été vite fait. Ce monsieur a été, il a arrêté d'être manager. Il avait été bon dans le marketing. C'est un monsieur qui avait 12 idées à la minute. On l'a remis au marketing. Donc, si tu veux, l'expérience collaborateur, c'est pouvoir s'exprimer directement, c'est pouvoir être entendu. Et les enquêtes d'opinion qu'on fait depuis un siècle dans certaines boîtes aux États-Unis, c'est important, à condition qu'il y ait ces valeurs qui disent, si l'enquête d'opinion est ainsi, je prends les mesures qui vont bien.
Donc voilà ce que j'ai eu la chance de connaître, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir ne pas être d'accord. Alors des fois c'était reconnu, des fois c'était plus long, mais quand on trace vraiment sa route et quand on veut aller vers où on va aller en prenant en compte les valeurs de l'entreprise, et tu parlais de valeurs, il y avait une valeur chez IBM qui était le client d'abord. Et quand un patron s'intéressait pas au client ou voulait faire dire au client des choses que le client ne disait pas, il n'avait pas de rôle à avoir. Encore une fois, symétrie des intentions. On écoute le client comme on écoute les collaborateurs. Donc, ce que j'entends, c'est que ce qui est important pour toi, c'est à la fois d'avoir le droit de s'exprimer, Bien sûr. de pouvoir que la parole soit entendue, mais aussi que derrière, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, oui, on peut s'exprimer, on dit des choses, mais derrière, il ne se passe rien, ce qui est extrêmement frustrant. Donc toi, ce que j'entends, c'est que derrière, il y avait aussi des plans d'action suite à ces enquêtes qui redressaient, entre guillemets, la barre quand c'était nécessaire. Absolument. Et là, si on était quand même dans la caricature du manager, donc c'est un peu facile. Dans la réalité, c'est jamais aussi blanc-bleu, malheureusement, si tu veux. Là, on était quand même sur 10 collaborateurs, la note moyenne était de 4, et j'étais celui qui ne lui parlait plus, mais qui lui avait mis que 4. 4, c'était très mauvais, 5, c'était abominable. J'étais un des rares qui avait mis 4 quand même, en disant, bon, il n'est pas tout mauvais quand même, cet homme, parce que personne n'est tout mauvais. Il y a des gens qui sont à leur place, d'autres qui ne sont pas à leur place. Et surtout, il y a des gens qui écoutent et des gens qui n'écoutent pas. Je crois que c'est ça le fondamental de l'expérience collaborateur. Et là aussi, si tu veux, c'est prouvé depuis la nuit des temps du management moderne et de l'entreprise. Schulz, dans l'élément humain, il y a je ne sais combien d'années, je dirais 30, 50 ans, j'ai plus en tête, il expliquait que les organisations qui marchent, c'est pas parce que tu as des stars, c'est pas parce que tu as des Zidane, et le PSG récemment a prouvé, enfin l'entraîneur a dit si j'ai gagné la Ligue, c'est parce que j'ai construit l'équipe. Et ce que disait Schulz à l'époque, c'est il faut écouter les personnes. Repris par l'étude Aristote très récente de Google, qui dit la chose suivante, qu'est-ce qui compte dans une équipe performante? C'est la sécurité psychologique. Et c'est là où j'appelle de mes voeux que l'expérience collaborateur s'appuie sur la sécurité psychologique, c'est-à-dire la parole, le droit à l'erreur, le droit d'être, de ne pas être d'accord, la confrontation positive, etc. D'ailleurs, tu dis que chez IBM, c'est beaucoup les valeurs qui ont guidé tes actions. Qu'est-ce que concrètement ça change? Ça a changé pour toi ou pour les collaborateurs qui travaillaient avec toi, que parfois ces valeurs passent avant le résultat? Quand tu dis, par exemple, la valeur, là, c'était la satisfaction client, quand tu as dit, par exemple, le client d'abord, il y a ça. C'est quoi les autres valeurs qui guidaient vraiment vos actions et qui fait que ça passait avant tout? Écoute, il y en a une qui m'est fondamentale, que je connaissais chez IBM, qui s'appelait Teamwork chez IBM, et qui s'appelait, j'aime encore plus le mot, inclusiveness dans le groupe General Electric. C'est comment tu fais travailler les gens ensemble, la coopération, l'œuvre commune. Et dans la mesure où, je me souviens, Lou Gerstner arrive en 1989 chez IBM, IBM passait de, on vend des grands ordinateurs à des grandes entreprises avec des marges phénoménales, et la concurrence arrivait à la micro-informatique, IBM était en difficulté. Et là, il nomme un type qui vient de l'extérieur, qui venait de la grande distribution. Alors là, tous les ingénieurs IBM disent, on est complètement fou, c'est foutu. Et Lou Gerstner nous réunit, j'étais jeune manager, et je me souviens, à Paris, à la Défense, dans un amphi, et il nous montre, il nous dit, bon, selon vous, vous préférez les managers qui sont des leaders, des stars, vous préférez les collaborateurs qui sont des stars, ou les collaborateurs qui jouent le teamwork? Et il a émis 4 cadrans, c'était assez drôle. Premier cadran, l'axe, on est des stars, l'axe, on fait du teamwork. On voulait tous ces gens-là, des gens qui sont très bons et qui jouent l'équipe. Personne voulait des gens qui sont pas bons et qui jouent l'équipe. Et après, il nous demande, et après, qu'est-ce que vous préférez, les gens qui jouent l'équipe, etc. Je peux t'assurer, dans ces années-là, on est IBM, on était quand même assez arrogant, on était le premier, on était tout ça, et on avait plutôt tendance à penser star. Et on a tous hésité. Tu vois. Et aujourd'hui, j'hésiterais pas un quart de seconde, si tu veux. Et aujourd'hui, le monde est en train d'avancer par rapport à ce teamwork d'abord et star après, ce que je disais déjà tout à l'heure. Donc, cette idée d'inclure la richesse et dans la diversité, j'y crois, mais dur comme fer.
Je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé chez Facto France, donc je suis embauché chez General Electric pour reprendre Facto France. Entreprise à l'époque très traditionnelle, 9 niveaux hiérarchiques pour une entreprise de un peu plus de 1000 personnes, ça fait beaucoup. Et puis un comité de direction avec 13 personnes, une femme, 12 hommes. Et cette femme agissait comme les mecs parce qu'elle n'a pas le choix, si tu veux. Quand j'ai quitté, quand on a revendu les sociétés, il y avait un COMEX où on était 7. Et en dehors de moi, il y avait 3 hommes, 3 femmes. Et il y avait, sur le COMEX, 4 nationalités différentes. D'accord? Et ça, si tu veux, quand on a revendu les sociétés, les banques françaises se sont bagarrées pour nous acheter. Elles ont été très bien revendues avec un gain pour l'actionnaire, tant mieux. Mais ma préoccupation en tant que patron, c'était est-ce qu'on va reprendre tous mes collaborateurs? Oui, comme il y avait concurrence pour les gens qui voulaient nous reprendre parce qu'on marchait bien, eh bien, j'ai pu obtenir que 100% des collaborateurs soient repris dans les mêmes conditions. Donc, c'était une joie énorme pour moi. Mais cette joie, elle venait de quoi? Elle venait que les équipes ont su construire dans cette diversité, dans cette reconnaissance, dans ces valeurs qui nous guidaient, de la performance. Et on avait des coefficients d'exploitation à l'époque qui étaient meilleurs que ceux de nos concurrents. Quel bonheur! Mais tout ça, pas parce qu'on était plus intelligent, mais parce qu'on avait effectivement ces valeurs qu'on faisait passer devant, pour reprendre ta question, les valeurs passent devant la performance. Donc. Et quand on est perdu, on sait où on va parce qu'on a des valeurs qui nous ramènent aux fondamentaux. Les valeurs et la raison d'être, en général. Absolument. C'est le bon cap. Mais la raison d'être, c'est fondamental aussi, si tu veux. Chez IBM, j'avais dans certaines équipes managers-vente qui disaient, nous, on vend des ordinateurs. Non, non, dans mes équipes, on disait à quoi les ordinateurs vont aider nos clients à être plus performants. T'imagines comment tu vas au boulot quand tu dis je contribue à rendre mon client plus performant plutôt que je vais pousser mes boîtes. Et chez Facto France et les autres sociétés, c'est comment on va aider les entreprises à passer le cap des difficultés en amenant du cash, en les aidant, en les conseillant. Donc, tu vois, c'est la motivation qu'on peut donner, cette fameuse raison d'être qui est fondamentale. Il n'y a pas d'expérience collaborateur s'il n'y a pas une vision partagée. Complètement. Est-ce que tu as un exemple? Parce que ce n'est pas une question dont j'avais parlé, mais là, ça émerge. Quand tu parles de richesse, tu dis 4 nationalités, des hommes, des femmes. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un événement majeur d'une décision que vous avez prise qui a fait la différence parce que culture différente, parce que homme-femme, qui a joué et qui a montré justement la richesse de ce collectif qui était très, très différent? Écoute, moi, ce que j'ai vu, c'est que les femmes en période de crise sont plus sereines que les hommes. C'est mon expérience. Elle vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, il y a des études, parce que je suis allé chercher des études, je ne sais plus si c'est du Gartner ou de Deloitte, qui prouvent aussi qu'il y a une résilience féminine qui est moins, et que les femmes sont plus calmes en période de crise. Et effectivement, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir une directrice financière. Tu vois, en plus, on n'était pas genré. J'avais un DRH qui était un homme et j'avais une directrice financière qui avait la double nationalité franco-américaine et une directrice d'opération qui était américaine. Et je leur ai dit, mais non, là, on avait une demande des Américains, c'était la crise financière. On n'avait plus de cash, il fallait arrêter les business. On n'avait plus de cash. Or, on vendait du financement. Il n'y avait plus de matières premières. Et là-dessus, j'ai dit à mes collaboratrices, parce que la finance chez Electric, c'est important, et les opérations aussi. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie d'essayer quelque chose de fou, mais on va se faire retoquer. Et on a discuté du truc, elles m'ont dit, Thierry, fais-moi confiance, trust me. Elle est montée, une jeune femme, toute petite, etc. Elle est montée voir le directeur des opérations du groupe GE pour lui dire, tu sais, en France, on va faire comme ça. Donc, c'est pas tout à fait by the book, mais on va le faire et on sait qu'on va y arriver. Je l'aurais pas eu, si tu veux. Je suis quelqu'un qui a de la confiance. Je sais aller au créneau parce que l'expérience collaborateur, elle passe par des managers qui ont le courage de défendre leur business et le courage de défendre leur équipe. Mais je les aurais pas eu avec cette culture américaine parce que moi, j'y allais en frontal. Elle me dit non, écoute, je vais t'aider, on va faire comme si.
les idées sont les bonnes, mais laisse-moi faire. Et elle a été persuadée, si tu veux, c'est comme au jeu de Go. Elle a été avancer les pions qui ont fait qu'à un moment donné, au plus haut du haut, c'est pas mal ce qu'ils font en France. Allez, on y va. On leur laisse essayer. Et donc, oui, faut connaître les cultures, faut connaître les approches. Et puis, il faut avoir ce recul. Moi, je suis un impulsif. Et j'avais des femmes qui me disaient, bon Thierry, attends, tu sens bien les trucs, t'as des intuitions, mais on va bien expliquer aux autres. Et ça aussi, c'est quelque chose où je voudrais que les gens aient compris avant d'avoir expliqué. Et si j'avais pas des personnes à côté de moi qui me retiennent, tu sais, on est un bon manager quand on a des bons collaborateurs. J'adore l'image du fou du roi. Le gars qui dit, mais là, tu déconnes, Thierry. Et j'ai toujours essayé déjà d'avoir des gens plus brillants que moi. Et puis en plus, des gens qui me disent, Thierry, ça pue là ton truc. C'est pas bon. Parce que je leur autorisais ça. Donc l'expérience collaborateur, c'est autoriser, encore une fois. Tu as une formule qui m'a marquée quand on a échangé ensemble. Tu m'as dit, quand on fait le bien arrive. Si je l'ai bien transcrite. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans une organisation? Écoute, ça va au-delà des organisations, ou alors j'allais dire ça va dans toutes les organisations. Si tu prends l'école comme organisation, si tu prends l'armée, si tu prends plus que l'entreprise, si tu prends la société, et j'allais dire même si tu prends l'humanité. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est commun, j'allais dire, à toutes les religions et toutes les croyances. Ça s'appelle la règle d'or. Et tu la retrouves partout. La règle d'or, elle est trop oubliée. La règle d'or, c'est de dire, est-ce que je traite l'autre comme je voudrais qu'il me traite? D'accord? Et cette bon sang de règle d'or, mais elle marche big times, disent les Américains. Tout le temps. Mais oui. Alors, il y a des exceptions. Il y a des fois où tu vas faire le bien et ça marchera pas. Mais si tu veux, c'est pas parce qu'il y a une exception. On parlait tout à l'heure du coaching. Moi, je me suis toujours fait coacher. Quand je disais il faut un fou du roi, des fois, c'était le coach qui me ramenait à moi en disant Thierry, t'es sûr de ton coup, là, tu vois? Pourquoi? Parce qu'il faut des gens qui nous ramènent à ce qu'on fait. Et quand ça marchait pas, bah, il faut recommencer. Et il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Mais globalement, si tu fais le bien te revient. Il te revient rarement d'où tu l'as espéré, si tu veux. Curieusement, si tu veux. Mais en faisant le bien, moi, si tu veux, j'ai des gens qui sont un truc formidable. On parle d'expérience collaborateur. Un jour, je suis chez un client, c'était difficile, et il me dit, vous êtes en concurrence, mais je vais signer avec vous quand même. Concurrence, c'était dur. Le président est allé chez le client. Et il me dit, vous savez pourquoi? Ben non. Parce que j'ai une de mes meilleures amies qui travaille chez vous. Pas tant mieux. Et bon, ne le faites pas parce que vous avez une amie, faites-le parce que vous croyez que c'est bien. Non, non, je vous ai expliqué. Vous avez fait un all employé meeting. Vous avez fait une réunion. Un séminaire. Ouais, non, c'était une récompense. Ok. C'était une récompense, on avait bien marché. Et quand on a bien marché, on fait la troisième mi-temps. C'est comme au rugby, on va fêter nos résultats. Et il faut fêter ensemble, si faut. Et donc, on fête. Et quand je faisais ce type de fête, je recevais mes collaborateurs. Et quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Règle d'or, tu les accueilles. Et j'étais à l'entrée, et il y avait 1 millier de collaborateurs qui sont venus ce soir-là. Et j'étais à l'entrée, et j'ai serré des centaines et des centaines de mains, et j'ai fait la bise X fois aussi. Mais ça me semblait naturel, fallait que je les remercie pour ce qu'ils avaient fait. Parce qu'on n'aurait pas atteint ces résultats. C'est pas moi qui ai atteint les résultats. C'est une équipe. Et le gars me dit, mais c'est incroyable, un manager qui attend tous ses collaborateurs. C'est vrai que ça va durer 2 heures, si tu veux. Et cette jeune femme s'était interrogée, c'est une commerciale, si tu veux. Elle dit, mais vous faites ça depuis... Je dis, je suis là, je suis content, puis ça me permet de vous voir. Pour moi, c'était naturel, d'accord. Et le client a dit, non, moi je signe avec quelqu'un qui, effectivement, a cet état d'esprit dans sa boîte. Si tu veux. Ça, c'est une belle histoire. Tu vois, je l'avais oublié, elle me revient. Ouais, très belle illustration. Ouais.
Quand tu fais le bien, finalement, il te revient. il te revient et pas, comme tu l'as dit, pas de la personne qui... Ouais, là, si à tu veux, qui tu c'est l'as donné. plus qu'indirect. On était, vraiment, le gars, il hésitait. Les concurrents étaient très bons, on était très bons. Bon, ok. Et il dit, non, vous êtes profondément humain. Enfin, à l'entreprise, j'entends tellement de dire du bien avec cet exemple concret. Tu as managé des équipes importantes, tu en as parlé. Tu parles de servant leadership. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans la relation avec les équipes? D'abord, qu'est-ce que c'est le concept, si tu veux l'expliquer? Le concept de servant leadership, si tu veux. Alors déjà, je pense que je visualise la vie en 3 temps. Tu as le temps où tu apprends, tu as le temps où tu sers et tu as le temps où tu transmets. Là, je suis dans cette 3e mi-temps de vie, d'où mes conférences, d'où mes accompagnements de dirigeants, d'où le livre que je transmets. Parce que la vie m'a beaucoup donné et j'ai envie de redonner ce qu'elle m'a appris. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, qu'on soit clair. Et servir, c'est servir l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc servir tes patrons. Quand tes patrons, c'est servir tes actionnaires, c'est servir tes clients et c'est servir tes collaborateurs et collègues. Et j'allais dire, c'est plus dans ce sens-là. On sert les collaborateurs qui servent les clients et ça sert l'actionnaire. Et donc, en ayant ce focus-là et ces marches d'escalier, tu vas réussir. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de réussir. Donc, servir, je l'ai appris un jour, expérience collaborateur IBM. Je suis jeune commercial et j'ai un truc comme ça sur mon bureau. Arrive le directeur d'agence. Un truc comme ça, c'est quoi? Une pile de papier? Une pile de boulot, ouais, une pile de boulot. Parce que pour ceux qui nous écoutent, ils ne voient pas ton geste. Excuse-moi, j'ai un travail en retard incroyable. Et le directeur d'agence, qui est le patron de mon patron, donc, à l'époque, monsieur, on s'appelait par nos prénoms, mais quand même, il y avait un respect énorme et une crainte aussi. Et il arrive, il me dit, Thierry, est-ce que tu as pu répondre à ça? Et c'était une réclamation d'un de mes autres grands clients. Et c'était le soir, etc. Et je lui dis non, pas encore, mais je le fais vite. Et il revient le lendemain soir, il me dit, Thierry, est-ce que tu as pu écrire? Et là, je blémis, je dis, bon sang, j'ai oublié. Je dis, écoute, Maurice, sur tel appel d'offres, là, mais je vais le faire. Je le fais demain. Là, il faut que je finalise ce soir. Bon, tu as des moments où tu es charrette. Et à partir de là, le lendemain matin, j'étais de bonne heure parce que je ne pouvais pas dire que j'étais charrette et pas travailler comme un fou pendant cette période-là. Il ne faut pas toujours travailler comme un fou. Il y avait un appel d'offres, c'est important. Maurice arrive et m'amène la réponse à la lettre qu'il avait faite. Il dit, tiens, Thierry, j'ai vu que tu étais débordé, j'ai préparé la réponse, est-ce qu'elle te fait? Non mais t'imagines la leçon de l'expérience collaborateur. Le patron du patron qui, voyant que tu es débordé, relève les manches, te prépare le travail et te le soumet en disant c'est ton client, est-ce que ça te va? Waouh! Ce jour-là, j'ai appris ce que c'était que le servant leadership. J'ai appris et je l'ai toujours pensé. Et le hasard a voulu que quelques années après, je suis devenu le patron de Maurice. Le hasard. Et donc, tu avais un a priori très positif sur lui. Et je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as presque tout appris dans le management, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir être ton patron. Mais voilà. Donc, c'était au service du client. Et donc, peu importe qui faisait la chose, oui. À la fin, on s'en fiche. Ouais. C'est qu'on veut une réponse pour le client. On veut une réponse pour le client. Et quand on voit que le jeune commercial est débordé, si nous, même si on est le chef de son chef, on est un peu moins débordé, on le fait pour lui. On le fait pour lui. On lui fait ce cadeau, si tu veux. Donc, quand tu donnes, tu reçois. Et ça, c'était une leçon que j'ai gravée, si tu veux. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris des autres, en essayant de les écouter et en voyant les bonnes pratiques. Que j'ai essayé de retransmettre justement dans le livre, La juste bienveillance. Parce que là, c'était un acte de bienveillance. Belle histoire. Aujourd'hui, tu transmets, c'est ce que j'ai dit dans ta bio, dans des conseils d'administration, dans des conférences, à travers ton livre La juste bienveillance. En quoi ce mot juste, j'ai été interpellée par ce titre, en quoi ce mot juste, il est important? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot juste? Écoute, il y a une citation que j'aime bien de Malraux qui dit « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. » Malraux ou Camus, j'ai un petit doute, mais bon. Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et dans ce mot de juste bienveillance,
je m'insurge, si tu veux, contre tous les gens qui disent « Ah, la bienveillance, c'est la tarte à la crème, c'est machin. » Oui, la complaisance, c'est la tarte à la crème. La juste bienveillance, et c'est ce qu'on a montré dans ce livre en ayant un amiral de la marine qui vient dire « Il y a deux choses qui comptent pour moi, c'est la bienveillance et l'excellence, et c'est la même chose. » La juste bienveillance, elle embarque l'excellence. Il y a un entraîneur de rugby, tout à l'heure je parlais de foot, il y a un entraîneur de rugby qui dit « C'est pareil. Bienveillance et excellence, c'est là-dessus que je manage mes équipes. » Mais on le voit pour tout. Je te parlais de société, d'humanité. Quand tu aimes tes enfants, tu n'es pas dans la complaisance. Tu es beaucoup dans l'exigence, qui fait partie de la bienveillance. Donc c'est tout ça qu'on a, et donc c'est le mot juste. Et pour qu'il y ait de la bienveillance, en plus, si tu veux, donc il y a le mot juste, justesse et justice. C'est pour ça qu'on a voulu. Pourquoi? Parce que la justice, c'est l'équité. Et l'équité, c'est pas l'égalité, c'est plus compliqué. Je développe bien ça dans le livre. L'équité, c'est donner à chacun sa chance en fonction de ce qu'il peut. Parce que l'égalité, si tu donnes la même chose à tout le monde, c'est pas de la justice. Et c'est là où, si tu veux, l'expérience collaborateur, il n'y a pas c'est la même taille pour tout le monde. Américain, le one size fits all. Non. Chacun est unique. Chacun a sa singularité. L'expérience collaborateur, elle passe par le manager qui sait prendre en compte la singularité de son collaborateur. Et si j'ai eu des torts, et si j'ai pas été bienveillant dans ma carrière, c'est que pendant des années, j'ai pensé que ce qui était bien pour moi allait parfaitement aux autres. Or, si tu veux, je suis un enthousiaste, je suis un colérique, j'ai mes qualités et mes défauts, et l'autre, il a ses qualités et ses défauts. Je suis plutôt extraverti, il y a des introvertis. Et régulièrement, je disais, regarde, ça marche, tu devrais faire comme ça. Non, ça marche pour moi. Et donc, tu vois, le travail, c'est dur d'être bienveillant. C'est un long travail. Et c'est là qu'on doit creuser dans l'expérience collaborateur pour aller vers l'autre, pour l'écouter dans sa singularité, etc., dans sa différence, qui fait la richesse. Et ça, je l'ai appris au fil de l'eau, si tu veux. D'où la volonté de transmettre en disant, commettez peut-être pas les erreurs que j'ai commises quand j'avais 25-30 ans. Et concrètement, comment tu faisais pour distiller ça dans tes équipes, cette philosophie? Écoute, je ne connais qu'un management je connais qu'un management. Le principe de base du management, c'est l'exemplarité. Donc, si tu veux, quand effectivement je prônais quelque chose, je le faisais. Tout à l'heure, quand on échangeait, on parlait de ce principe des psychosociologues du travail qui disent c'est celui qui fait, qui sait. Ça, si tu veux, j'allais sur le terrain pour voir les gens qui étaient en face des clients. Alors des fois, ça énervait, si tu veux, que les lignes de management intermédiaires, que j'aille voir celui qui était en face de le client et j'allais faire un vite-à-vis avec lui. Et certains disaient, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il n'y a pas d'autre solution. Et si tu veux, ça, je l'explique dans le livre La Juste Bienveillance. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'un an après, il y a un livre fabuleux également qui est sorti, qui est le livre d'Hubert Joly, qui dit « Le management, une affaire de cœur ». Hubert Joly, c'est le Français qui a le mieux réussi aux États-Unis. Il a pris une boîte qui était au tapis, d'accord, et il l'a complètement redressée. Et comment il a fait? Il a fait qu'il est allé voir les gens sur le terrain en disant « Comment on fait pour redresser la boîte? Qu'est-ce qui ferait que demain, on est à nouveau leader sur notre marché ?» Et il a retourné Best Buy, et il l'explique dans ce livre, « Le management, une affaire de cœur ». Et cœur au sens de courage aussi, hein. Pas se tromper. C'est pas facile, parce que je parle pas comme un livre, mais il faut beaucoup de courage. Et cœur, courage, c'est la même racine latine. Rodrigue, as-tu du cœur? On dit pas à Rodrigue, est-ce que tu es un romantique? On lui dit, est-ce que tu as le courage d'aller affronter le père de celle que tu aimes en duel et qu'un d'entre eux risque de mourir? D'ailleurs, on va mourir. Donc, c'est quelque chose, si tu veux. Et donc, Hubert Joly, quand il parle d'une affaire de cœur, il parle de courage. Mais il parle aussi de la règle d'or. Il ne le formule pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux, et dans le livre, on a 22 dirigeantes, qui témoignent que, effectivement, la juste bienveillance, c'est de la performance. Je ne suis pas un isolé dans mon coin, un bisounours qui dit la bienveillance, c'est bien. Non, on est
de plus en plus nombreux à le prouver. La bienveillance, elle est pas par l'écoute, qui est fondamentale dans l'expérience collaborative. C'est drôle. C'est drôle que tu parles de ça, parce qu'hier, j'avais un échange avec une femme qui va d'ailleurs venir dans le podcast et qui avait été très choquée la veille par un échange où à plusieurs moments, une personne lui a dit qu'elle était bisounours. Et elle me dit, je vais lui faire un feedback, parce que là, il y avait des gens, donc elle n'allait pas le faire devant tout le monde. Elle a cette bienveillance. Mais elle a dit, je vais lui faire, parce que c'est pas parce que je souris beaucoup, que j'essaye d'être arrangeante, de toujours trouver des solutions, d'être, que je suis bisounours. Parce qu'elle dit, j'ai un niveau d'exigence très élevé. Et donc, pour moi, c'est pas ça, être bisounours. Et donc, elle l'avait très mal vécu, le fait d'être à plusieurs reprises traitée de bisounours, qui pour elle, qui est la bienveillance un peu mièvre, qui n'est pas du tout son cas. Exactement. Et elle avait été vexée. Et on a tendance à confondre le sérieux au froncement de sourcils, si tu veux. Ce qui est ridicule. On peut être très sérieux en étant ouvert et heureux. De toute façon, je vais dire, la contagion émotionnelle, là aussi, c'est prouvé par tous les scientifiques, elle compte. Et on le disait en début d'entretien, un collaborateur heureux fait des clients heureux. Si le patron n'est pas heureux, d'abord, il faut qu'il fasse autre chose. Alors, a fortiori, déjà pour un collaborateur, je ne souhaite pas d'être malheureux toute sa vie, mais alors pour un patron, s'il n'est pas heureux, etc. Et c'est parce que tu es heureux que et le bonheur passe par le sourire. Mais c'est pas parce que tu es heureux que tu es laxiste. Et qu'un bon entraîneur, il sait sortir le carton jaune et le carton rouge. Il faut sortir un collaborateur, on va sortir le collaborateur. D'abord parce que souvent il est très malheureux et le job ne lui correspond pas. Mon manager qui a changé de job, et après d'ailleurs qui a quitté IBM pour se mettre à son compte, et très bien. Mais il faut savoir sortir les cartons, il faut savoir manager avec la juste bienveillance. Chez Xelia, une de nos valeurs, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que oui, on fait des choses quand même très sérieuses, Bien mais sûr. voilà, quiconque chez nous que tu rencontres, tu vas retrouver un peu cette philosophie de oui, on fait des choses sérieuses, mais on est tranquille, on peut quand même rigoler, on peut quand même. Donc, effectivement, ça rejoint cette idée de. C'est exactement ça. Tu l'as un petit peu évoqué, tu parles d'autres formes d'intelligence, émotionnelle, intuitive, spirituelle. En quoi elles sont pour toi essentielles dans le monde du travail? Parce que pour certaines personnes, ça peut être presque des gros mots, j'ai envie de dire, si je pousse le bouchon. Mais si tu veux, c'est là où j'ai essayé de vivre sur le fait qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie dans le temps, on n'a qu'une vie à l'instant présent. On n'a qu'une vie dans le temps. Einstein a s'amusé à dire on a deux vies, la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Une bonne réflexion à avoir parce que tu te dis la vie c'est tout de suite et maintenant. Et on a deux vies, les gens disent il y a la vie professionnelle et la vie personnelle. No way, mais j'y crois pas une minute, tu n'as qu'une vie, tu n'es qu'une personne, tu n'as qu'une expérience. D'accord? Et si effectivement les gens te disent ah ben je suis pas comme ça, non. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu changes? Non, on est. Enfin, je souhaite aux gens d'être eux-mêmes, de se retrouver. Première chose. Deuxième chose, pour répondre à ta question, l'IA arrive. En 2015, j'avais vu que l'IA arrivait et que ça allait tout changer. Pourquoi? Parce qu'après 20 ans d'IBM, je suivais tout ce qui se passait dans Watson. Et je me rendais compte que, ça y est, Watson était meilleur sur certains diagnostics, sur certains cancers que les meilleurs. Je me dis, mais bon sang, c'est le monde qui arrive. Alors Watson, il fallait des ordinateurs énormes, ça coûtait des millions d'euros. Ça arrivait forcément. J'ai donné à l'ensemble de mes managers, 200 personnes, j'ai fait d'abord une conférence que j'ai appelée « L'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle ». Comment on va se complémenter? En 2015. 2015, ouais. Ah oui. Et donc, je passais un peu, mais je suis pas non plus ça se voyait déjà aux États-Unis, si tu veux. Hein. Quand j'ai fait Wisdom Paris, je me suis inspiré de ce que faisait Wisdom San Francisco, sur la côte ouest, tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis sur l'IA et sur le fait qu'il fallait effectivement tes patrons, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est l'employabilité de tes collaborateurs. Si tu les aimes, tu as envie qu'ils aient un job. Règle numéro 1. La pyramide de Maslow, c'est important. Eh bien, pour qu'ils aient un job, toutes les tâches cognitives à terme vont être prises par la machine. Et à la limite, c'est tant mieux. Qu'est-ce qui va nous rester à nous? Notre émotion,
notre intelligence émotionnelle, notre intelligence relationnelle, notre intelligence intuitive, notre intelligence spirituelle, et pas forcément au sens de religion. Mais au sens de quoi alors, si c'est pas religion, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête des gens? par rapport à nos croyances profondes. La spiritualité, tu peux l'éprouver. J'aime bien, pour résumer, pour aller vite, c'est quand tu as un état de grâce. Tu es devant un tableau, tu es devant un coucher de soleil, tu ressens quelque chose que personne ne pourra jamais décrire parce que tu le ressens au plus profond de toi. Et ça, au travail, ça se manifeste comment? Eh bien, ça se manifeste quand tu réalises une tâche où tu prends un plaisir dingue et tu te dis waouh, on a réussi à faire ça. Et là, tu es en état de grâce. Alors certains appellent ça le flow. Oui. D'accord? L'état de flow. Bien, pour moi, ça va te chercher au plus profond de toi-même plus que dans tes tripes. Hein? Dans ton esprit, mais au sens spiritualité. Pas dans le mental. On confond l'esprit et le mental. Non. C'est quand tu es complètement aligné que tu ressens quelque chose de très fort, cette bouffée d'état de grâce. Et l'intelligence intuitive, si tu veux, le nombre de patrons que j'ai vus, et moi à mon niveau, où j'ai pris des décisions parce que je sentais que c'était la bonne décision, parce qu'il y a des moments, tu le sais. Il y a des moments, tu doutes, et là, tu vois tes collaborateurs. Il y a des moments, tu le sais, et là, tu valides avec tes collaborateurs. Tu dis, ils te disent, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors certains mais il y a des choses que tu sais dans ton intuition et qui vont bien plus vite que n'importe quelle machine. Tu sais que des choses peuvent arriver, tu sais qu'une solution va marcher. Parce ne que demande pas pourquoi. quand tu avais fait cette conférence, ça s'est suivi de quelque chose. Tu n'es pas allé au bout, mais tu as dit, voilà, pour mes collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé après cette conférence où tu leur as dit? Ah non, mais faire une conférence, c'est bien. Si derrière, ça s'accompagne pas de mesures, tu as raison de me relancer sur le sujet. Hein. Derrière, il faut travailler. Rien ne se fait en claquant des doigts. C'est pas une conférence. J'ai refusé à 2 reprises de faire des conférences sur la bienveillance parce que l'entreprise n'était pas prête à travailler sur le sujet et voire était à des années-lumière. Donc, tu crées des attentes, tu les fais rêver, puis tu retombes encore plus bas. J'ai dit non. Si vous faites rien, et d'ailleurs dans une entreprise, c'était un jeune que j'avais accompagné, je mentor des jeunes dirigeants. Il me dit Thierry, il faut que tu viennes me sauver en faisant une conférence. Qu'est-ce que c'est que ton problème? Là, tu as un vrai problème de coopération dans ton équipe de direction. Donc moi, je viens, si tu prends des coachs et si vous travaillez la coopération entre vous. Et après, je te parlerai de bienveillance. Et c'est ce qu'on a fait. Il me dit, ah ben tu veux pas venir? Je dis, non, mais on va faire un travail de fond. Alors, qu'est-ce que j'ai fait auprès de mes équipes? Je te parlais de coaching tout à l'heure. Eh bien, j'ai pris les coachs et pendant 1 jour et demi, ils ont travaillé sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. À l'époque, je parlais un peu moins d'intelligence spirituelle et intuitive, même si je pense que ça devient de plus en plus important. Et j'y travaille et j'ai déjà fait une conférence sur le thème il y a 15 jours auprès de 3e cycle de l'EDEC, les gens qui préparent leur MBA. Et si tu veux, ça les a aidés, ça. Le feedback, que ça les a aidés, tant mieux. Et là, on ne va pas développer. Mais en revanche, sur l'intelligence émotionnelle, on a travaillé avec des gens qui expliquaient quelles sont nos émotions, comment je les reçois, pourquoi je les reçois, comment je les accepte, comment j'accepte mes émotions négatives, mes vulnérabilités, et comment j'accepte les émotions des autres. D'accord? Parce que ça, l'IA, avant d'accepter la vulnérabilité, avant d'accepter l'émotion de l'autre, il va y avoir du temps. Mais c'est ça, notre singularité d'être humain. Et si on ne la développe pas, donc on a développé ça, et je t'assure que, ayant travaillé sur l'intelligence émotionnelle, les performances qui ont suivi ont été bonnes, si tu veux. Parce que du coup, on a plus d'écoute, on a plus d'empathie quand on comprend comment fonctionnent les émotions, les ressentis, quand on fait la différence entre un ressenti, une émotion, un sentiment. C'est pas la même chose, et tu le sais. Mais ça demande d'être appris, si tu veux. Je suis curieuse, donc excuse-moi, je vais aller au bout de mon idée de IA parce que j'étais curieuse de savoir. En 2015, tu te dis, Watson, ça y est, il faut faire ça va arriver. Je dois prévoir l'avenir. Ça, c'était en 2015. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as tout de suite mis en place pour tes collaborateurs par rapport à ça? Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est ce que je t'ai dit. Je me suis dit, je l'explique à mon comité de direction, il est important de faire comprendre ce que peut apporter l'intelligence émotionnelle et comment on la développe. Okay. Donc, en complément de ça, je forme l'ensemble de mes managers à ça. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure,
l'exemplarité vient du haut. Hein, les anciens disaient, on balaye un escalier par le haut. Les anciens, et c'est la vérité. Donc, j'ai commencé par moi, si tu veux, à aller voir ce qui se passait. Je me suis dit, bon sang, les emplois sont à terme menacés. Qu'est-ce que je peux faire pour dire qu'à terme, il y aura une complémentarité en l'homme dans ce qu'il a de plus humain? Donc, ce sont ses émotions, son intelligence émotionnelle, relationnelle, et la machine. Et donc, on les forme. Ok, super. Tu accompagnes aujourd'hui plusieurs entreprises, dont certaines à mission, très engagées. Ouais. Quel signe, et tu l'as un peu dit là d'ailleurs, quel signe te montre qu'une organisation prend vraiment soin de l'expérience collaborateur? Je dis tu l'as un peu dit parce que là, le patron qui dit viens me sauver avec une conférence, c'est genre la boîte à... Voilà quoi. La boîte à tout, en fait non. Qu'est-ce qui te fait dire toi quand tu as envie de faire une conférence ou qu'on t'appelle pour ça, de dire là je sens qu'on est dans une organisation, c'est pas fake, c'est pas juste annoncé. Eh bien, si tu veux, ça reprend un certain nombre de points que je t'ai donnés. Mais un qui compte beaucoup, c'est le patron qui dit nous. Nous, dans l'entreprise, on fait ça. Le patron qui dit je, déjà, ça me dérange un tout petit peu. Il ne le fait pas exprès, hein, parce qu'il parle pour lui et je ne peux pas lui en vouloir. Mais un patron qui dit nous, ici, voilà comment nous fonctionnons. Le patron qui te dit je ne sais pas. Je ne sais pas, on va aller demander au terrain. Récemment, je me préparais pour un groupe international qui m'avait sollicité pour une conférence. Et cette conférence était sur l'empowerment. Et je demande à la DRH, je dis, bon, c'est bien, j'ai compris la culture de l'entreprise, j'ai compris, et vous êtes assez avancé, ça me va bien. Maintenant, je voudrais voir quelques managers, au moins 2, pour mieux comprendre. Parce que si je vais faire une conférence, il faut qu'elle soit adaptée. Si tu veux. C'est ça, servir le client. Le client me demande une conférence, je ne vais pas lui sortir la leçon de management numéro 2 ou qui tombe du ciel. Non, on va écouter le besoin du client. Je ne peux pas parler d'écoute et pas le faire. Et la DRH me dit non, mais c'est pas la peine. Mes patrons ont écrit des choses là-dessus, je vous les envoie. Mauvais feeling, et j'avais pas trop envie de la faire. Par chance, peu de temps après, ils sont revenus, et elle a réfléchi. Donc, une personne intelligente, elle me dit, vous savez, Thierry, on n'est pas prêt. D'elle-même, elle m'a dit, on n'est pas prêt. Avant, c'est pas le moment. On parlera dans pas au moment de plus tard, parce que là, on a lancé le truc, on n'est pas prêt. Et pourquoi elle me laissait pas aller voir les gens? C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, encore une fois, je conseille quoi? Je dis, dites-nous, allez voir ceux qui font, celui qui fait, c'est celui qui sait. Également, bien-être, c'est bien faire. Occupez-vous de l'expérience client dans cette dimension, pas uniquement dans la dimension des conditions de travail. Considérez les conditions du travail. Et quand ils font tout ça, alors là, j'exulte parce que je dis, ils ont tout compris. Et c'est rare d'ailleurs qu'ils fassent tout ça et que derrière, les résultats soient pas au rendez-vous. C'est bien rare. Ou pas tout de suite, hein, parce que ça, c'est dans le temps aussi que ça. La culture, c'est dans le temps. Les valeurs, c'est dans le temps qu'on les instille et qu'on contagionne. On arrive à la fin de l'épisode. Qui tu aimerais entendre, toi, dans un futur épisode de Résonance, venir s'asseoir à ta place? Alors, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Mariam Velasque. Mariam, j'ai eu la chance de travailler un petit peu pour elle chez GE, mais il y a bien longtemps, parce qu'elle est partie ensuite. Elle a un esprit d'entrepreneur qui est juste incroyable. Et c'est quelqu'un qui sait relever les manches. Alors, je parlais de l'exemplarité que j'avais eue de mon deuxième ami, qui sait relever les manches pour être sur le terrain, et qui a une réflexion très intéressante et qui travaille aussi sur ces sujets. Donc, quelqu'un, si tu veux, qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, je te conseille vivement, Mariam. Merci Thierry, en tout cas, merci d'être venu. Merci pour ton enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Résonance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.